perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, c'est la chronique politique de ce grand journal. Vous pouvez la suivre en vidéo sur notre Facebook Live. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve Nadjar. Et merci de nous rejoindre. Merci à vous. Comme tous les lundis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, on s'intéresse cet après-midi avec vous à un autre drame qui a marqué l'actualité ces derniers jours, l'attaque au couteau à Annecy. Un événement qui a relancé le débat sur le droit d'asile alors que l'assaillant s'était vu refuser sa demande en France la semaine dernière. Dans un contexte général, si vous voulez, où on sent une préoccupation croissante de l'opinion, toute tendance politique confondue, d'ailleurs, il faut être équitable, vis-à-vis de la délinquance et de ce qu'on appelle l'explosion de l'insécurité, que certains nomment décivilisation, mais c'est évidemment cela qui est contenu dans cette conceptualité, pas forgée par Emmanuel Macron, mais reprise au vol par Emmanuel Macron à la suite d'un déjeuner. Donc effectivement, nous sommes dans ce contexte-là. L'un des indicateurs, c'est le nombre important, ne le chiffrons pas, mais on peut dire des dizaines de milliers par an d'attaques à l'arme blanche sur le territoire français. Les sources, enfin les motivations sont très diverses. Enfin, le couteau aujourd'hui est sorti pour un oui ou pour un non. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Et donc vous avez à juste titre, un désir légitime de la part de l'exécutif actuel, et notamment le président de la République, de se saisir du sujet. Pourquoi ? Car il ne faut pas qu'il soit débordé par les diverses familles aujourd'hui qui composent, familles spirituelles et politiques, si vous voulez, qui composent la droite, et qui sinon vont préempter ce sujet et vont préempter la fermeté dans les années qui viennent. Ça n'est pas déjà fait ? Alors, oui, bien sûr, mais vous voyez bien que nous avons les grandes manœuvres présidentielles depuis la séquence que nous avons commentée, qui était passionnante sur un plan idéologique, sur la décivilisation, cette triangulation d'une idée qui, à tort ou à raison, est prêtée à la droite. En fait, c'est plus compliqué, car Norbert Elias, nous l'avions dit, qui avait forgé ce terme, Enzivilisierung, voilà, n'était, c'est le moins qu'on puisse dire, pas un penseur de droite, a fortiori pas d'extrême droite, puisque chassé par les nationaux-socialistes de son pays. Mais enfin, voilà, en tout cas... Ça a été repris plus récemment. Ça a été repris plus récemment, voilà, et donc le président de la République, à l'évidence, ne souhaite pas laisser le monopole de la lucidité sur la délinquance et sur l'hyperviolence dans la société française aux diverses formations représentant aujourd'hui la droite. Donc il y a une bataille, en quelque sorte, d'appropriation idéologique de la riposte et d'une certaine fermeté. Je lis de l'interview donnée à David Revaudalon dans les colonnes du JDD par l'ancien ministre de l'Intérieur socialiste Jean-Pierre Chevènement, qui n'est plus socialiste d'ailleurs depuis un certain temps, mais qui est un souverainiste de gauche, disons pour aller vite. Je la lis bien sûr, connaissant les liens qui l'unissent aujourd'hui avec le président de la République. Ils échangent souvent ensemble, ils se parlent, etc. Il avait soutenu dès 2017. Voilà, des liens d'amitié. Ça ne veut pas dire que le président de la République est d'accord sans doute avec toutes les analyses formulées par Jean-Pierre Chevènement. Ça veut dire en revanche qu'il y est réceptif, car c'est quelqu'un qui aime écouter les avis des uns et des autres, et il y est réceptif. Donc là, vous pouvez quasiment lire, je crois sans surinterpréter, la prose de Chevènement avec notre ami David comme une sorte de baromètre, au fond, de ce que le président de la République lui-même est en train d'essayer de tester pour l'avenir de sa majorité, si vous voulez. Donc, premièrement, David lui dit « Les demandes d'asile doivent-elles être formulées en dehors du territoire national comme le demande la droite ?» Il répond, vous voyez, donc il n'y a pas de, j'allais dire, il se cache pas derrière son petit bois, pour le parler vulgairement. Il est certainement souhaitable que les demandes d'asile soient faites en dehors du territoire national. Premièrement. Deuxièmement, nous sommes par ailleurs en droit de nous interroger sur la nature de l'immigration, de plus en plus sous-diplômée, extra-européenne et antinomique à ce que nous sommes. Antinomique à ce que nous sommes. Le problème culturel de l'immigration est mis en avant. Eh ben ouais, clairement, par un macronien. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il appartient à la sphère, disons, de la macrono-compatibilité. Dans un contexte d'augmentation drastique des flux, ajoute Jean-Pierre Chevènement, l'immigration actuelle exacerbe la crise du commun. De telles déclarations, qui s'inscrivent dans le cadre républicain, mais pourraient très bien être reprises à leur compte par des ténors actuels de la droite, de LR, on va y venir d'ailleurs. Troisièmement, les procédures en matière de droit d'asile ne comportent-elles pas de nombreuses failles ? Et il répond, il y a tout d'abord un problème d'harmonisation des législations au niveau européen, exprimant, par rapport à ce qu'on disait à l'instant avec Eva, le plus grand scepticisme sur les annonces que on nous fait ces jours-ci, sur une harmonisation des politiques entre les 27. Et enfin,
Donc ça, c'est très important. La France n'a pas vocation, ajoute Jean-Pierre Chevènement, à accueillir tous les perdants du système européen de l'asile et devrait au minimum réaligner les critères évoqués ci-dessus sur ses voisins. Donc si on lit cet entretien comme nous le faisons tous les deux, ça reflète selon vous la position d'Emmanuel Macron? Moi je le pense, c'est mon pari. C'est-à-dire qu'effectivement le président de la République n'est pas une tête brûlée. Le président de la République sait aussi que l'avenir de son pouvoir, au sens personnel du terme, mais aussi au sens fonctionnel du terme, c'est-à-dire la capacité qu'il a, Steve, à se construire une majorité, dépend en grande partie du centre droit, et à cet aune, évidemment, la revendication par l'opinion, mais aussi par les partis du centre droit, prenez LR, la revendication de la fermeté sur cet aspect-là, c'est-à-dire au fond que tout le monde voit maintenant, une politique migratoire largement incontrôlée, va devenir, à mon avis, dans les mois qui viennent, une des pierres angulaires du discours de la Macronie. Alors, vous allez me dire... Alexis, en même temps, j'allais vous dire autre chose. Je sais bien, allez-y, je vous en prie. C'est qu'Elisabeth Borne hier était l'invitée de France 3 et la Première ministre a prévenu, je la cite, que vouloir tirer des enseignements généraux sur la politique migratoire n'est pas forcément la bonne méthode. Alors, vous m'autorisez une hypothèse. Bien sûr. Seul un expert en Macronie, un macronologue, comme notre ami David Revaud-Dallon, pourra la valider ou au contraire l'infirmer. Il me semble que plus les semaines passent, plus sur ces sujets où nous sommes, au fond, au cœur de ce que nous appelons dans notre jargon de commentateurs, le régalien. C'est le cœur du régalien. La police, la sécurité, prévenir les attaques contre les biens et les personnes, réguler les flux migratoires. Il me semble que là renaît, au fond, un dualisme à l'intérieur de la majorité présidentielle, c'est-à-dire de la Macronie, si on le dit en termes idéologiques. Les deux faces du en même temps. Je crois. C'est-à-dire que vous avez un centre-gauche qui s'affirme de plus en plus. Elisabeth Borne l'a fait brillamment, d'ailleurs, au micro de Frédéric, l'autre jour, sur la question des racines idéologiques du Rassemblement national, prenant le contre-pied d'une position, on va dire, plus conservatrice, je n'ai pas dit à droite, mais plus conservatrice au sein de la Macronie, qui essaye de répondre point par point, en quelque sorte, à la demande grandissante de sécurité de l'opinion française. Donc là, de ce point de vue-là, je crois qu'on ne peut pas surinterpréter les propos d'Elisabeth Borne. Elle est, me semble-t-il, de ce point de vue-là, en dissidence avec le cours le plus intérieur de la Macronie, c'est-à-dire des évolutions personnelles du président de la République. Et avec Emmanuel Macron lui-même ? Alors, vous savez... Raymond Aron, mon maître, si j'ose dire, on va le voir dans un prochain livre, mettait en garde contre le fait de se faire le confident de la Providence. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire se substituer aux gens, se glisser dans leur tête et parler à leur place. Non, mais si on compare simplement leurs déclarations et leur prise de position moi je pense que nous assistons depuis quelques années déjà à une récupération qui n'est pas que tactique de la matrice républicaine la plus exigeante, au fond chevènementiste, si l'on veut, ou si l'on voulait aller plus loin, on pourrait dire valso-chevènementiste, par le président de la République. Et donc nous sommes en face d'un homme qui a beaucoup évolué sur le sujet. Je n'ai pas dit qu'il a complètement abandonné ses représentations communautaristes anglo-saxonnes, mais en revanche, sur le sécuritaire, à mon avis, il est en train d'évoluer considérablement. Et à ce titre, je pense que l'on peut lire cet entretien de Jean-Pierre Chevènement comme un symptôme de son évolution. Alexis, il nous reste 1 minute. Oui. Je voudrais qu'on dise un mot de l'interview, la longue interview qu'a accordée Édouard Philippe à l'Express, avec une proposition phare, revenir sur l'accord conclu en 1968 entre la France et l'Algérie, un accord qui accordait des règles dérogatoires aux immigrés algériens. On va se parler clairement, Steve, comme le temps est compté. Comme chaque lundi. Bon, c'est une proposition qui caresse toute une partie de l'opinion de droite dont on vient de parler, dans le sens du poil, qui serait juridiquement, d'après tous les spécialistes, parfaitement inapplicable. Donc nous sommes là, en face d'une opération de triangulation idéologique. J'aime bien employer ces termes avec vous. Que fait-il ? Il est en train, évidemment, de prendre langue en vue de 2027, mais pas seulement. Il est en train de rameuter ce peuple de droite, dont on ne dira jamais assez dans une analyse politologique précise, que pour l'instant, il se répartit entre 3 formations. Les gens, d'ailleurs, hésitent. Mais au fond, la sociologie de la droite française, aujourd'hui, elle est partagée entre 3 formations. Pas le Rassemblement national. Les gens de droite ne votent pas pour le RN. Ils ont voté massivement pour Renaissance, là, aux élections présidentielles l'année dernière, vous voyez, contre le choix de l'aventurisme lepéniste. Ils sont souvent d'anciens électeurs de François Fillon, déçus bien sûr et qui se cherchent. Ouais. Et aujourd'hui, au fond, ils hésitent en vue de 2024, si on se projette immédiatement dans les européennes. Au fond, ils hésitent entre 3 formations potentielles. Renaissance au niveau européen, qui évidemment va les trianguler. 15 secondes vraiment ici. Reconquête, qui en a une partie,
déjà, c'est clair. Éric Zemmour sait qu'il a une partie de l'électorat de Fillon de 2017. Et évidemment, LR qui souhaite se refaire une santé. Quel est l'objectif de Philippe quand il sort du bois dans l'Express avec cette interview choc, entre guillemets, sur le sécuritaire et sur le régalien? C'est empêcher peu ou prou son ami ennemi Laurent Wauquiez d'occuper un espace de reconstruction de la droite républicaine autonome. Ce qu'ils veulent, c'est que, j'en un mot, ce qu'ils veulent, c'est que la suite de Macron soit assurée et qu'il y a un morceau de la droite républicaine inclus dans la Macronie. Édouard Philippe, pour l'instant, sert à cela. C'était passionnant. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous, et à lundi prochain.